Bonjour à toutes et tous, mon nom est Vincent Beautré, je suis titulaire de la chaire Wilson. J'ai le plaisir d'organiser cette quatrième conférence en fait, de ce cycle sur loi du numérique avec Maître le docteur Élise Gratton et docteur, euh, Pierre-Luc Désiel. J'avais un doute sur le double prénom. Contrairement à cette hésitation, deux intervenants bien. Héloïse, pour l'avoir dirigée, accompagnée, plus que dirigée d'ailleurs durant sa thèse, qui était terminée en 2012. J'ai une mémoire assez imbécile des Et Pierre-Luc, qui a fait thèse aussi avec Karim Niclef ici, et qui a été pas longtemps, parce qu'il a été volé par l'Université Laval, des coordonnateurs du CRDP pendant quelques mois. Donc deux intervenants que j'apprécie beaucoup, qui sont appréciés d'ailleurs par beaucoup de monde. Et, euh, et je pense aussi, il y a un certain nombre de mes étudiants dans le cours de vie privée, qu'Héloïse a enseigné d'ailleurs pendant plusieurs années, mais vous êtes assurément, vous pouvez en témoigner, des auteurs que je cite souvent. La notion de risk of harm développée dans la thèse d'Héloïse, ou toutes les différentes théories en vie privée qui sont développées dans le livre de Karim Niclef et Pierre-Luc, qui est encore deux textes incontournables quand on s'intéresse à la vie privée dans une perspective nord-américaine. Donc c'est une quatrième conférence, c'est une première conférence sur loi et consommation, loi et concurrence, loi et notariat. Également, la prochaine a une date qui reste à déterminer, ce sera droit et code criminel. Et aujourd'hui, donc, ça va être les enjeux de vie privée, dans la mesure où on a lu, vous le savez tous, un texte important en septembre 21 qui est venu densifier assez fortement les règles en matière de vie privée. C'est un texte qui fait couler énormément d'encre. C'est un texte qui vous occupe presque à chaque jour, j'imagine, nous occupe allègrement. C'est un texte important qui a au moins l'avantage d'exister parce que on le mettait dans le cadre de mes cours souvent en comparaison avec le C27 qui, vous savez, est mort de sa belle mort alors que les premiers travaux dataient d'il y a 5-6 ans. Donc on voulait donc faire une conférence sur ce texte-là et sur une sorte de petit bilan de ce texte majeur euh, dans à peu près 1 heure et demie. Donc le modèle est comme dans les autres conférences. On vous a demandé de parler dans à peu près 45 minutes, 50 minutes tous les deux, si je me dis que c'est ça que vous avez prévu, ce qui devrait nous laisser pas mal de temps avec la salle qui est quasiment pleine. Donc, 199, je pense que c'est un record. Ah, c'est le record de l'année en tout cas, mais bon, on est en février, mais c'est un record. Un petit gorgée de café. C'est un record depuis pas mal de temps. Encore une fois, assurément, grâce à la qualité des intervenants. Vitement, euh, Maître Graton, qui est associé chez Rosseux, co-responsable ou responsable justement de tous les enjeux cybersécurité et vie privée, et Pierre-Luc Désiel, donc prof à Laval, comme je l'ai dit, et tout jeune titulaire de la chaire du Canada, protection et valorisation des données santé. Donc bravo aussi pour cette belle réalisation qui est toute récente, je crois. Ouais. Et donc, assurément, une vision un peu plus théorique avec Pierre-Luc, un peu plus pratique avec Héloïse, qui saura assurément vous combler. Alors, parole est à vous. Je pense que c'est Pierre-Luc qui parle en premier et je reviendrai pour la période de questions Ben, on a par la suite. décidé, merci beaucoup Vincent pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. C'est vraiment très apprécié d'avoir regardé la tempête aussi. Donc, c'est un grand plaisir d'être là. Et puis, c'est vrai qu'on a un peu joué avec le format finalement. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Conversation autour de la loi 25, c'est-à-dire qu'on utilise le même PowerPoint et puis on va s'échanger un petit peu librement la parole comme ça pour pouvoir parler un petit peu des enjeux qui sont pratiques d'application. Donc, Héloïse va pouvoir un petit peu plus parler, c'est-à-dire que moi, je suis plus dans le domaine de la recherche. Comme Vincent l'a dit, j'ai une chaire de recherche maintenant en santé, donc je travaille surtout sur
la recherche en santé, donc voir un petit peu comment cette loi-là aussi a des impacts sur la recherche qui est faite dans les universités québécoises en santé. Donc, pratique, santé, les entreprises, le milieu un petit peu plus public. Et donc, je te laisse peut-être aussi saluer tout le monde. Oui, bonjour, alors bonjour. Non, mais je suis ravie euh, d'être ici. J'ai passé beaucoup de temps ici à titre d'étudiante, maîtrise, doctorat, et j'ai enseigné, j'ai chargé de cours pendant plusieurs années. Alors, je venais la fin de la journée, le lundi, là, pendant plusieurs années, de donner un cours droit des TI et protection des renseignements personnels. Donc, je me sens, c'est comme ma deuxième maison, mais ça fait longtemps que je n'étais pas venue, donc très heureuse d'être ici. Oui. On parle de longtemps. Moi, la dernière fois que j'ai donné une conférence ici, au CRVP, c'était en 2016, avec toi et Michael Geist. Oh, wow! OK. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Donc, en plus, c'est un beau retour d'exil. Tout ça pour dire que très content d'être là. J'ai passé la nuit blanche avec ma fille qui était un petit peu qui était réveillée. Elle était pas malade, donc c'est pas rien de contagieux. Le train a eu 3 heures et demie de retard, sans Internet. Donc, je vais essayer de me concentrer. Donc, vous êtes chanceux. Non, c'est pour ça que je veux dire, c'est que si des fois j'hésite ou j'ai le cerveau qui va un petit peu à gauche, à droite, c'est normal, ton inquiétude, on va faire atterrir tout ça Il faut savoir très gentiment. qu'il a rencontré sa femme dans mon bureau. Ah ben, L'actuel directeur Nicolas Hermès pour compléter. Et donc, la fille qui est née de cette. OK. Alors, les objectifs de la séance aujourd'hui, c'est, on ne va pas vous faire une conférence où on va essayer de présenter juste la loi point par point, et puis vraiment on va essayer d'identifier, on en a essayé d'identifier certains enjeux fondamentaux, certains points d'actualité qui posent des défis particuliers en termes d'application, que ce soit dans la pratique ou en recherche. Là, la recherche qui est une forme de pratique aussi, mais mettons-le comme ça. Donc, présenter certains des éléments clés de la réforme des lois québécoises de protection des renseignements personnels et discuter des enjeux qui soulèvent sur le plan de la pratique du droit et de la recherche universitaire. Donc, on a 4 principaux points. Donc, on pour environ 3 le règlement. Donc, en 4 temps, puis pour chaque fois, un ou deux va présenter, là, on s'est saucissonné les choses un peu de certaines manières, présenter un petit peu les articles de loi, les commenter rapidement, puis après, juste des questions qui sont en suspens, et puis peut-être des questions auxquelles vous allez pouvoir, on va pouvoir discuter tout le monde ensemble par la suite. Donc, la première, c'est la définition du renseignement personnel, première section, et le nouveau règlement sur l'anonymisation, règlement qui est rentré en vigueur en mai 2024. Donc, quelque chose de très important, comment est-ce que la nouvelle loi, la loi 25, présente les règlements anonymisés, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut les qualifier, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis comment est-ce qu'on anonymise surtout. La question du courage en ligne, il y a des nouvelles dispositions dans la loi 25 sur qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut localiser, identifier ou profiler certaines personnes. Et ça pose certaines problématiques avec aussi toute la question de la vie privée qu'on appelle par défaut et puis de la question des cookies là, ou des témoins. Donc, ça va être un deuxième plan qu'on va aborder. Je pense que ça pose des difficultés des fois pour l'interprétation. Comment est-ce qu'on conjugue ces deux articles-là, 8.1 puis 9.1 pour les entreprises? Comment est-ce qu'on affiche les bannières de cookies? Peut-être des choses que vous avez vues vous-même sur les sites web. Les choses ont changé au Québec là, depuis quelques temps. Ça se calque un petit peu plus sur, si vous êtes en Europe une fois de temps en temps, voir qu'est-ce qui se passe là-bas avec le RGPD. Troisième temps, la biométrie, la problématique de la reconnaissance faciale. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la CAI a rendu une décision assez intéressante et importante, je ne sais pas en tout cas, mais importante sur la reconnaissance faciale en janvier ou décembre 2024, janvier 2025. Moi, je l'ai vu en janvier 2025, peut-être est sorti en décembre 2024, et qui pose des choses quand même assez intéressantes sur la biométrie puis la question du renseignement sensible. Donc, il y a un régime législatif, notamment avec la biométrie qui est aussi dans la loi concernant le cadre juridique des technologies d'information, mais cette décision-là vient interpréter aussi le renseignement sensible d'une manière, je pense, qui va avoir peut-être certaines ramifications pour la biométrie ou la reconnaissance faciale au Québec. Puis je pense que ça pose aussi des problèmes pour les entreprises, le dialogue avec la Commission d'accès à l'information. Donc, Héloïse va pouvoir nous parler de tout ça. Et dans un quatrième temps, la sécurité de l'information, de renseignement personnel et tout ce qui est incident de confidentialité. Ça vous va? On fait ça? Ça te va? Oui. Bon, allez, let's go. La définition du renseignement personnel
ma chose préférée, c'est vraiment ce sur quoi je peux faire entièrement carrière dans une certaine mesure, c'est la définition du renseignement personnel en droit québécois, puis même dans tous les droits. C'est une chose excessivement intéressante, c'est une ligne ou presque, mais il y a tellement de ramifications derrière tout ça quand on parle Ma thèse de doctorat était sur la définition. Exactement. Ouais. Ben, Moi c'est aussi, je ça. trouve ça Donc, fascinant. C'est le cœur, en fait, de nos lois. ben, c'est ça. Et donc, ça Ouais. fait vraiment en sorte, ben, est-ce que la loi s'applique ou pas? Toute la question de savoir comment est-ce qu'on qualifie la donnée, est-ce que c'est un renseignement personnel ou pas, c'est très important parce que si ce n'est pas un renseignement personnel, ben, la loi ne va pas s'appliquer, puis il va pas avoir certaines techniques ou certaines idées de certaines entreprises, organismes publics qui vont vouloir se soustraire à la loi puis modifier le renseignement personnel pour que ça soit plus un renseignement personnel. Et donc là, il y a des nouvelles dispositions, des nouvelles définitions du renseignement personnel dans nos lois. On intègre maintenant aussi le renseignement dépersonnalisé, le renseignement anonymisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Comment est-ce qu'on intègre tout ça? Et est-ce que ça pose des questions quand même assez intéressantes? Par exemple, est-ce qu'un renseignement anonymisé, c'est encore un renseignement personnel ou pas? Chose qu'on va pouvoir discuter. Donc, un renseignement personnel, selon la loi, vous le savez peut-être déjà, mais on va commencer là quand même, est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet directement ou indirectement. Ce que j'ai souligné, c'est ce qui a été ajouté par la loi dans une certaine mesure. Ça vient clarifier quelque chose qui était déjà explicite dans l'interprétation de la Commission d'accès à l'information du renseignement personnel. Donc, vous voyez que déjà, un renseignement personnel, ça porte sur la personne physique, la personne morale, et le principal point critère, c'est l'identification. On parle d'identification directe ou indirecte parce qu'un renseignement ou un jeu de données ou un ensemble de renseignements personnels, on peut des fois identifier quelqu'un directement, donc à sa vue même. Là, si on a une photo puis votre nom, on peut vous identifier presque directement. Mais de plus en plus, ou un des grands risques pour la vie privée, c'est l'identification qui est indirecte, donc des jeux de données qui sont pas identifiés directement la personne, mais quand on les croise, que ce soit avec des jeux de données que nous, on les croise avec des sources publiques, qu'est-ce qu'on trouve sur Internet dans une certaine mesure, mais quand on croise tout ça, ça permet d'identifier la personne. Et de plus en plus, le risque d'identification indirecte ou la possibilité d'identifier indirectement les personnes est presque toujours là, même quand on parle de dépersonnalisation ou d'anonymisation. Quand vous regardez la littérature scientifique sur ces techniques-là ou les ingénieurs informatiques vont nous dire que bon, il y a plein d'études derrière tout ça qui vont nous montrer que même avec des renseignements qui ont l'air à leur phase première, très faible probabilité d'identifier directement les personnes, l'identification indirecte est presque toujours possible. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que le renseignement personnel, comme on parle de identification qui est indirecte sans établir un seuil ou un critère. Est-ce que l'identification indirecte, elle est facile, elle est probable? C'est d'autres choses, quelque chose qu'on va trouver ailleurs dans la jurisprudence ou dans la législation canadienne ou provinciale. Dès qu'il y a une possibilité d'identification indirecte, aussi faible soit-elle, on va pouvoir parler d'un renseignement personnel. C'est donc dire que dans l'état actuel des choses et des technologies, la sphère de protection de la loi sur la qualification de la donnée est excessivement large. En comparaison, par exemple, en Ontario, on va avoir dans la loi sur la santé l'idée qu'il y ait une forte probabilité de réidentification pour que le renseignement d'identification indirecte, le renseignement personnel soit le renseignement soit un renseignement personnel. Donc, s'il y a des faibles possibilités de réidentification, ce ne sera pas un renseignement personnel. Ici, même des faibles possibilités, ce n'est pas identifié comme ça, on va parler d'un renseignement personnel. OK? Donc, déjà, la loi, en indiquant le directement ou indirectement, c'est 3 mots, mais ça change quand même beaucoup de choses. Comme je dis, c'était déjà l'interprétation de Lacaille, mais ça vient quand même consolider ça, expliciter ça, et c'est quand même quelque chose d'unique ou d'innovateur, en tout cas, dans la législation québécoise, comparativement à ce qu'on trouve ailleurs dans le monde. Je serais toujours pour ça. Oui, non, peut-être juste en termes de contexte, nos lois à la base protégeaient la notion qui était la notion de renseignement personnel. Et puis là, on réalise qu'il y a une énorme valeur avec ces renseignements-là. Puis il y a une énorme valeur. Dans certains cas, on peut enlever certains identifiants directs. Donc, c'est ça qu'on va discuter. Là, on enlève, par exemple, mon nom, mon numéro de téléphone. Mais puis là, il reste des identifiants indirects. Donc, le fait que je suis une femme, mon âge, mon code postal. Fait que si on a nom, âge, code postal, avocate en protection de la vie privée, ben, je suis réidentifiable, même s'il n'y a pas d'identifiant direct. Et dans certains cas aussi, même anonymiser des renseignements puis créer des statistiques, il y a une énorme valeur. C'est comprendre, là, les entreprises sont maintenant de nos jours capables de comprendre que certains types d'employés performent mieux dans certains types de jobs. Je veux dire, il y a une énorme valeur à analyser ces renseignements-là, mais on veut protéger les enjeux de vie privée. Donc, c'est dans ce contexte-là que le législateur s'est dit on va venir créer différentes catégories de renseignements avec des balises différentes, des niveaux de protection différents pour permettre en fait aux entreprises d'innover.
C'est un peu comme ça que je le vois. Je pense que c'est ça. Puis toute la question de la valorisation des données, selon moi, elle est derrière. C'est-à-dire que quand on a un jeu de données, dans une certaine mesure, nos lois, les lois canadiennes, québécoises vont nous dire que c'est un renseignement personnel. Il y a des conditions très strictes à respecter, le type de finalité, de consentement, de limitation de la collecte, de l'utilisation. Et puis souvent, quand les fins sont atteintes, dans une certaine mesure, on doit détruire ces renseignements. Et donc, il y a une perte de valeur parce que souvent, dans les utilisations secondaires des renseignements, si on les réutilise à des nouvelles finalités, avec des nouvelles méthodes en recherche, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ben, on peut extraire une nouvelle valeur ou une valeur supplémentaire de ces renseignements-là au lieu de devoir les détruire et puis de les recollecter. Dans le domaine de la recherche, par exemple, une équipe de recherche, la grande partie de son budget puis de son temps va être de collecter des données. Collecter ces données-là auprès des personnes, obtenir le consentement, aller chercher tout ça, nettoyer tout ça, constituer ça dans une banque de données, ça peut prendre 1, 2, 3 ans à faire. Moi, j'ai des chercheurs en épidémiologie qui vont dire que ça leur prend des centaines de milliers, voire des millions de dollars à constituer la banque de données. Une fois que leur étude est des données. L'idée, c'est de se dire, ben là, si d'autres chercheurs utilisaient ces données-là avec des nouvelles méthodes, on pourrait extraire encore plus d'informations. Donc, comme tu dis, il y a une valeur dormante derrière tout ça. Et si on en reste qu'au principe de PRP, au renseignement personnel, cette valeur-là va nous échapper. Et c'est la raison pour laquelle, comme Noémie le disait, on ajoute un peu plus de flexibilité dans le traitement de l'information. Le législateur a introduit le terme de renseignement qui est dépersonnalisé et le renseignement qui est anonymisé. Donc ça, c'est une innovation avec la loi 25. Ce n'était pas des choses qu'on avait avant, ou en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était consolidé au niveau de la loi. Et maintenant, c'est vraiment très clair et ça ramène même ces définitions-là dans le giron de la loi. C'est-à-dire qu'avant, si on dépersonnalisait, on disait, ben, c'est plus un renseignement personnel, donc la loi ne va plus trop protéger. Là, on vient réinclure tout ça. Le renseignement dépersonnalisé, on le voit, c'est pour l'article 12, qui est sur le principe de limitation de la collecte. Ce qu'on va nous dire, normalement, c'est un renseignement que vous allez chercher, ou la limitation de l'utilisation, vous l'utilisez que pour les fins qui ont justifié la collecte. Donc, si vous le collectez pour une fin Y, bien, vous devez l'utiliser que pour cette fin Y-là, faute de quoi vous devez avoir une fin qui est compatible ou aller chercher un nouveau consentement. Et là, le législateur va nous dire, bien, si le renseignement est dépersonnalisé, vous pouvez utiliser une nouvelle finalité, qui est une finalité de recherche et d'innovation au sein de l'entreprise, sans aller chercher le consentement des personnes. Donc là, on vient vraiment, comme on disait, ajouter une flexibilité pour la recherche et l'innovation, qu'au sein de l'entreprise, on puisse utiliser des renseignements personnels à une nouvelle finalité si on dépersonnalise ces renseignements-là, et c'est pour de la recherche et l'innovation au sein de l'entreprise. Et là, c'est là qu'on voit qu'on retombe sur nos questions d'identification directe ou indirecte. Dans la loi, on va définir un renseignement qui est dépersonnalisé lorsque ce renseignement ne permet plus d'identifier directement la personne concernée. Donc, ce que veut dire que si on enlève des identifiants directs, par exemple le nom de la personne, son image, ce genre de choses, des choses qui permettent une identification directe, on va parler d'un renseignement qui est dépersonnalisé et on peut l'utiliser à ces finalités-là. Il y a une particularité, puis je serais curieux d'entendre ce que tu en penses de ce côté-là, c'est que si ça ne permet plus d'identifier directement la personne, on va pouvoir quand même se dire que dans une certaine mesure, il y aura sans doute une identification qui est indirecte qui est possible. Donc, dans une certaine mesure, le renseignement dépersonnalisé demeure un renseignement personnel. Absolument. Donc, oui. Ça semble un peu paradoxal au niveau oui. de la terminologie, mais oui. Un renseignement personnel dépersonnalisé. Il est quand même assujetti à la loi. Il faut le protéger, il faut obtenir le consentement, à moins qu'il y ait une exception qui s'applique. Il y a des demandes d'appel, alors c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, c'est encore des renseignements personnels dans le sens qu'ils sont assujettis à la loi. Et donc, c'est intéressant parce qu'on introduit ça puis on le ramène dans la sphère d'application ou dans l'étendue de la loi. Le renseignement qui est dépersonnalisé va rester géré ou encadré par la loi, ce qui était peut-être un petit peu moins clair avant. Donc, on va passer d'identification indirecte. On va parler d'un renseignement qui est dépersonnalisé et l'autre innovation est vraiment le renseignement anonymisé. Le renseignement anonymisé est présenté, l'anonymisation, comme une alternative à la destruction. Comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'un renseignement personnel utilisé pour les finalités qui nous ont permis ou légitimer la collecte, on devrait techniquement le détruire. Ce que obtenir un nouveau consentement pour faire une nouvelle utilisation, trouver une nouvelle finalité. Ce que l'article 23 de la loi sur le privé, puis on a la même chose dans le secteur public, vient nous dire, c'est qu'au lieu de les détruire, on peut anonymiser ces renseignements-là. Donc, encore une fois, au lieu de s'en départir, on va les garder, puis peut-être qu'on va pouvoir les réutiliser à des nouvelles finalités. Encore une fois, comme on disait, pour en extraire le plus de valeur possible, toute cette logique de valorisation des données. Donc, l'article 23, ce qu'il va nous dire, c'est que lorsque les fins auxquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, la personne qui exploite une entreprise doit le détruire. Ça, c'était
initialement ce qu'il y avait. Et maintenant, on va nous dire où l'anonymiser pour l'utiliser à des fins sérieuses et légitimes, sous réserve d'un délai de conservation prévu par la loi. Ça, c'est important de voir que déjà là, on va nous dire que le renseignement anonymisé, ce n'est pas le Far West, ce n'est pas un free-for-all. Il faut quand même l'utiliser à des fins sérieuses et légitimes. On doit l'anonymiser, donc on laisse assujetti à un principe de finalité, puis ce qu'on appelle la finalité des fins légitimes et sérieuses, l'article 4 de la loi aussi, on ne peut pas collecter puis l'utiliser à n'importe quelle finalité. Pour l'application de la présente loi, un renseignement concernant une personne physique est anonymisé lorsqu'il est en tout temps raisonnable de prévoir dans les circonstances qu'il ne permet plus de façon irréversible d'identifier directement, et là on ajoute ou indirectement, donc il y a une balise supplémentaire par rapport à la dépersonnalisation, cette personne-là. Donc on voit qu'il y a un langage qui est un peu plus ferme là. Hein, on va nous parler de façon irréversible, direct ou indirectement, puis on l'adoucit un petit peu dans raisonnable de prévoir dans les circonstances. Si mon souvenir est bon, le projet de loi, c'est pas un risque zéro, puis c'est ce qu'on va voir dans le règlement sur l'anonymisation, justement. Les renseignements anonymisés en vertu de la présente loi, donc là, sont les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les critères de modalité déterminés par règlement. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous laissait un petit peu en suspens et le règlement de mai 2024 est venu préciser comment on peut faire tout ça. Tu veux le présenter ou tu veux que je le présente? Ou... Non, c'est bien parti. Je suis là. Avant de débuter un processus d'anonymisation, donc on parle vraiment de processus d'anonymisation, donc on est à l'article 3 du règlement. Une organisation doit établir les fins pour lesquelles elle entend utiliser les renseignements anonymisés. Donc, encore, comme je disais tout à l'heure, et puis le projet de loi 64 ne prévoyait même pas des finalités sérieuses et légitimes au début. Que c'est quand on détruit des renseignements, c'est comme on les met à la poubelle, on les abandonne, mais même l'anonymisation, on pourrait faire un petit peu n'importe quoi avec ces renseignements-là parce que de toute façon, ils ne vont plus jamais identifier quelqu'un de manière irréversible. Donc là, on vient nous dire qu'il faut quand même établir des finalités. L'organisation doit s'assurer que ces fins sont conformes, selon le cas, à l'article 73 pour la loi sur l'accès ou l'article 23 qu'on vient de lire sur la loi sur le privé. Si une organisation souhaite utiliser des renseignements analysés à des fins autres que celles-ci, donc des fins qui sont sérieuses et légitimes, avant de débuter le processus d'anonymisation, conformément au premier alinéa, elle doit, avant d'utiliser, s'assurer que ces fins sont conformes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le législateur va continuer d'assujettir le renseignement anonymisé au principe de finalité. C'est assez important pour pouvoir dire quand un renseignement est anonymisé, est-ce que ça reste un renseignement personnel ou pas? Ça, je trouve que c'est une question qui est encore peut-être un peu plus difficile à répondre que pour le renseignement qui est dépersonnalisé. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, ce processus d'anonymisation? Une organisation doit, au début du processus, retirer tous les renseignements qui permettent d'identifier directement la personne concernée. Donc là, ce qu'on va nous dire, c'est qu'on fait une dépersonnalisation. On vient de le définir, la dépersonnalisation, si on enlève les identifiants qui sont directs. Donc, la première étape d'anonymisation, c'est on enlève l'identifiant direct et puis on fait une évaluation des facteurs relatifs au risque de réidentification. Elle doit ensuite effectuer une analyse préliminaire des risques de réidentification, considérant notamment le critère d'individualisation, le critère de corrélation et le critère d'inférence. Je les ai plus tard, on pourra les regarder, mais c'est grosso modo, si on croise des banques de données, est-ce qu'on peut réidentifier quelqu'un? Est-ce que quand on regarde ces données-là, on peut faire émerger une nouvelle connaissance en l'inférence dont Vincent parle souvent aussi? Est-ce que la même personne se retrouve dans deux banques de données ou est-ce qu'elle se trouve à deux places dans une banque de données? C'est tous ces critères-là finalement, ainsi que le risque que d'autres renseignements raisonnablement disponibles, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les lois québécoises, notamment dans l'espace public, soient identifiés pour identifier directement ou indirectement une personne. Donc, on dépersonnalise, on fait une évaluation des facteurs relatifs, des risques de réidentification. Donc, on est vraiment dans une gestion du risque aussi. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en PRP et en techno de manière générale, un encadrement législatif par la gestion du risque. Et ensuite, en fonction des risques de réidentification, déterminer, conformément au deuxième alinéa de l'article 5, donc ce qu'on vient de voir, une organisation doit établir des techniques d'anonymisation à utiliser. Okay? Donc, suite à cette analyse-là, on doit déterminer quelles techniques d'anonymisation on doit utiliser. Il y en a plusieurs, lesquelles doivent être conformes aux meilleures pratiques généralement reconnues. Peut-être qu'Héloïse pourra en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça va être un point aussi. Elle doit également établir des mesures de protection et de sécurité raisonnables pour diminuer les risques. Donc, on ne fait pas juste identifier les risques, dire il y a des risques, on doit aussi mitiger ces risques-là, ou en tout cas alléger, faire une gestion de ces risques-là, essayer de faire ça. Donc, on parle déjà ici, on le voit dans le langage, d'une diminution des risques de réidentification. Dans une certaine mesure, la réidentification va toujours être possible. À mon sens, c'est aussi un glissement de terminologique ou définitionnel, parce qu'il y a un certain nombre d'années, l'anonymisation s'était présenté comme il n'y a pas de réidentification. Dépersonnalisation.
on voit maintenant que l'anonymisation, en tout cas dans le langage du droit C'est un québécois, peu plus. Il y a l'identification. des statistiques pures, non, mais souvent, quand ça commence à être un peu une certaine granularité, c'est là qu'il y a un risque. Un possible risque. Et en tout cas, moi, la définition initiale, tous les collègues en informatique que j'avais voir, est-ce que c'est raisonnablement possible de prévoir qu'il est irréversible dans les circonstances? Qui signe ça? C'est comme personne ne va garantir ça. Il y a Exact. toujours un risque. Donc, on voit que dans le règlement, c'est comme si on adoucissait un petit peu. On va dire, ben là, on parle de réidentification, de risque de réidentification. Donc, on doit mitiger ces risques-là, et après avoir mis en œuvre les techniques d'anonymisation établies dans le processus, on doit effectuer une nouvelle analyse des risques de réidentification. Donc, on dépersonnalise, vous voyez déjà que ça n'a pas l'air super C'est facile. comme des étapes. On dépersonnalise, on détermine quelle méthode d'indemnisation, quelle mesure de sécurité, on l'applique, on fait une analyse, c'est comme en 3 étapes. C'est Puis il ça. y a même une analyse en continu, là. Je laisse. Ouais. Et les résultats de l'analyse doivent montrer, dans cette deuxième analyse, en tout temps, et là, moi, je trouve que c'est un peu en tout temps, mais raisonnablement de prévoir dans les circonstances. C'est comme s'il y a quelque chose d'absolu puis après de circonstanciel. C'est un peu, en tout cas, moi, je trouve ça un peu bizarre. Après, bon, que les renseignements produits à la suite du processus d'anonymisation ne permettent plus de façon irréversible d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, on a l'irréversibilité qui sera absolue, le en tout temps qui sera absolu, puis dans les circonstances qui est un peu contextuel ou circonstanciel, donc qui est relatif, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Je pense qu'il faudrait, en tout cas, moi, je n'ai pas les compétences peut-être informatiques ou techniques pour voir comment est-ce qu'on agence tout ça, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, en tout cas, qu'il faudra creuser de ce côté-là aussi. Là, il y a quelque chose d'un peu plus intéressant. Pour l'application du deuxième alinéa, donc ce qu'on retrouve dans l'article 23 sur l'identification directe ou indirecte, on doit faire notre analyse des risques, puis il n'est pas nécessaire de démontrer que le risque est nul de réidentification. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Pas obligé de dire qu'il y a zéro risque de réidentification, ce serait juste, je pense, impossible dans une certaine mesure, ou en tout cas, personne ne voudrait. Est-ce que j'accepte ça? Vous, non, vous pouvez faire. Non, je fais non. Ok, je fais refuser. On met un cookie, c'est ça que vous voulez? Un cookie, accepte. Allez, donc, on doit montrer que les risques résiduels de réidentification sont très faibles. Qu'est-ce qu'on veut dire par très faible? C'est quelque chose qu'on peut voir, mais il y a des critères. Qu'est-ce qu'on doit regarder dans tout ça? Les circonstances liées à l'anonymisation personnelle, notamment les fins pour lesquelles elle entend les utiliser. Donc, c'est quoi les finalités que vous devez utiliser? Est-ce que là, dans un contexte comme celui-là, les risques de réidentification sont présents? La nature des renseignements, les critères d'individualisation. Donc, on peut identifier quelqu'un dans un jeu de données, la corrélation. Si on croise deux jeux de données, est-ce qu'on peut euh, identifier quelqu'un ou inférence, est-ce qu'on peut faire émerger ou inférer de nouvelles connaissances à partir de quelqu'un, à partir des renseignements-là. Les risques d'autres renseignements raisonnablement disponibles, donc ce qu'on trouve sur Internet ou dans des banques de données de Statistique Canada, par exemple, ce genre de choses-là, soit utilisés pour identifier directement ou indirectement la personne ou les moyens nécessaires pour réidentifier les personnes, notamment en considérant les efforts, les ressources et le savoir-faire requis pour mettre en œuvre ces moyens. Donc, quelque chose de contextuel aussi, c'est-à-dire si vous me le donnez à moi, peut-être les risques sont assez faibles, mais si vous le donnez à quelqu'un du MIT qui est vraiment bon, ben, qui travaille sur ça, peut-être que les risques là, sont plus élevés. Donc, il y a quelque chose de contextuel et de circonstanciel aussi, comme l'analyse juridique de manière générale. Donc, pour les enjeux, je vais céder un peu plus la parole à Héloïse, parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, ça soulève des questions. Ça soulève des points. Comment est-ce qu'on fait tout ça? La nature du renseignement, les risques. Et donc, Et ça a l'air d'être très théorique. Il y a des étapes, étape 1 au document. Donc, ça a l'air d'être très simple. Il y a plein d'enjeux et c'est des enjeux vraiment réels pour les entreprises pour toutes sortes de raisons, entre autres parce qu'il y a une énorme valeur à analyser ces renseignements-là. Donc, un exemple banal, je retiens les services d'un fournisseur de services. Bien, lui, souvent, il va se garder le droit de anonymiser ou créer des statistiques en utilisant les données auxquelles il a accès pour améliorer ses services. C'est une clause très standard dans les contrats de service. Mais là, on est pris avec ce règlement en matière d'anonymisation, donc on est responsable, on donne accès à un fournisseur de service. C'est qui est-ce qui va respecter ces 8 étapes-là? Bon, c'est 4, mais bon, c'est quand même rigoureux. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors là, c'est beaucoup de questions qu'on reçoit. Est-ce que je peux les anonymiser, lui donner accès après? Quel genre de clause je dois mettre dans mon contrat pour m'assurer que je suis protégée, puis qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que je peux lui donner le droit de le faire? Donc, on est vraiment, on a beaucoup de questions, je dirais, en pratique.
Est-ce qu'un renseignement anonymisé est encore un renseignement personnel? Tu m'as mis cette petite question-là. Ouais. Ben, ouais, moi, je me Non. la pose, ben, je pourrais. Alors, ben, un renseignement anonymisé, techniquement parlant, ce n'est plus un renseignement personnel, c'est bien anonymisé. Donc, je pense que la loi réglemente le processus d'anonymisation en tant que tel, mais une fois que le renseignement est anonymisé, on peut plus, je veux dire, il n'y a plus de question, selon moi, de consentement. Il y a pas, on ne peut pas demander, il n'y a plus de droit d'accès. Mais il y a encore une certaine, il y a encore des enjeux de sécurité pour s'assurer qu'il reste anonymisé. Donc, comme un renseignement qui est plus tout à fait assujetti à la loi, mais on doit s'assurer qu'il reste anonymisé. Ce serait ça un peu la réponse courte. Mais comment tu vois le fait, parce que moi, je suis arrivé à une autre conclusion. Parce que je me dis, ben, s'il est toujours possible qu'il y ait un risque de réidentification, grosso modo, l'identification indirecte est possible, donc ça rentre dans la définition du Ben, renseignement personnel. si c'est très. En pratique, ce qu'on voit, là, c'est quand c'est anonymisé, il n'y a plus vraiment de risque de réidentification. Mais c'est clair qu'on va reprendre l'exemple du fournisseur de services. Je ne sais pas, moi, c'est quoi les autres bases de données qu'il y a. Je ne connais pas ces pratiques. Je veux dire, puis en plus, puis on y a touché peut-être rapidement, mais il y a une évaluation qui doit être faite en continu une fois que le renseignement est anonymisé, parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles bases de données qui vont être disponibles publiquement, donc on veut s'assurer que le renseignement reste anonyme. Mais une statistique, je pense, que je veux dire, on ne peut pas dire que c'est un renseignement personnel. Il y aurait trop d'implications autour de la gestion du renseignement personnel. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être des situations où est-ce que. Mais le défi, souvent, c'est de tracer la ligne. Est-ce que c'est un renseignement dépersonnalisé ou anonymisé? Beaucoup de zones grises. Et nous, à titre d'avocat, je veux dire, je suis une expert en anonymisation, puis d'ailleurs, je vais revenir. C'est qui cet expert-là? Je pense que c'est dans les prochaines questions, fait qu'on va y revenir, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Distinction entre un renseignement dépersonnalisé et anonymisé. Il y a beaucoup de zones grises et souvent, c'est difficile. On va regarder des fois la jurisprudence. Des fois, dans le domaine de la santé en Ontario, il y a eu quelques décisions qui ont été rendues. Mais tout est c'est à suivre, là, ces questions-là. Il y a beaucoup, des fois, c'est un petit peu gris. Et ça devient c'est statistiquement risque de réidentification. Et les firmes d'experts, il y a Khaled El Aman, puis c'est pas mal lui et son entourage et son ancienne boîte. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'experts en la matière. Donc, c'est un nouveau règlement qui donne un peu du fil à tordre pour les entreprises. Selon quel point de vue les risques de réidentification doivent-ils être évalués? Le règlement n'en parle pas. Est-ce qu'on regarde le risque de réidentification? En gros, si on regarde en Europe, eux autres, et je pense qu'ils regardent le point de vue du destinataire. Je reçois les renseignements, je gère les renseignements anonymisés, donc on regarde cette entité-là, elle a accès à quoi? C'est quoi les technologies auxquelles elle a accès, les outils, les autres bases de données qui pourraient être. Donc, on regarde ce point de vue-là, mais la loi et le règlement ne précisent pas ce point-là. Il y a tout aussi une incertitude à savoir, est-ce que le règlement s'applique seulement lorsqu'on anonymise les renseignements personnels à la fin de leur cycle de vie, comme une alternative à la destruction, ou, et la vérité, c'est que les entreprises veulent anonymiser les renseignements toujours, pas nécessairement en fin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce règlement-là? Est-ce que c'est seulement, ça ferait l'affaire, évidemment, des entreprises de dire le règlement s'applique seulement si c'est une alternative à la destruction, mais je pense que c'est une position très risquée de prendre cette position-là, parce que quand j'ai des opinions à rendre, je dis non, moi j'appliquerais le règlement et les principes si on anonymise les renseignements avant leur fin de vie utile, clairement. Puis j'ai un article en fait qui sort sous peu où est-ce qu'on explique un peu les distinctions entre le préambule du règlement avec la loi, l'article 23, puis la Caisse s'est prononcée aussi en disant, la Caisse évidemment va toujours prendre, la Commission d'accès à l'information va toujours prendre une position très
protectrices, mais des fois qui ignorent un peu les enjeux d'innovation. Donc, on en prend et on en laisse. Des fois, on retourne à la loi, on va voir un peu c'est quoi l'intention du législateur. C'est très, très important. Ça, c'est les 3 premiers points. Je vais juste passer à la prochaine étape. Ça, c'est encore une Est-ce question que, sur oui. la loi. Alors, est-ce qu'un consentement préalable est nécessaire pour anonymiser des renseignements personnels? Euh, On pourrait prendre la position que oui, dans la mesure, si on prend la position que c'est une utilisation, là, le fait d'anonymiser les renseignements, ben, peut-être qu'il faut être transparent sur le fait qu'on va analyser les renseignements, est-ce que c'est qu'on doit mettre une mention dans la politique en matière de vie privée? Moi, j'en mettrais. C'est une fois que le renseignement est anonymisé, puis c'est des statistiques, c'est plus des renseignements, ça va, mais le processus ou prendre des renseignements personnels, peut-être qu'une certaine obligation de transparence, point d'interrogation. Puis en fait, c'est des enjeux, je dis, il y a beaucoup d'incertitudes, là, mais je vais juste un petit peu vous listez le type de questions qu'on nous pose. Il y a beaucoup de zones grises. Tout ce processus-là d'anonymisation doit être supervisé par une personne compétente en la matière. C'est qui cette personne-là? Je dirais c'est quelqu'un qui a des notions très solides en matière de sécurité, statistiques, mathématiques. C'est plus que juridique. Donc même au niveau en matière de gouvernance, souvent les entreprises disent, mais c'est qui là qui doit gérer cette anonymisation-là? Est-ce que c'est notre équipe de TI? Est-ce que c'est notre équipe de analytics puis de valorisation de données? Est-ce que c'est le juridique? Est-ce que c'est la conformité? Tout le monde un peu se lance la balle. Personne ne veut être responsable, mais dans le fond, c'est un peu tout le monde qui est responsable. Donc, il y a ces enjeux-là. Est-ce que ça revient un peu à la première question, est-ce qu'on peut partager des renseignements anonymisés avec des tiers? Est-ce que c'est toujours des renseignements personnels? Est-ce qu'on aurait besoin du consentement? Moi, je serais partante de bien analysés, c'est vraiment des statistiques, etc., on peut les partager. Que ce n'est plus des renseignements assujettis à la loi, mais c'est pas clair. Et la CAI, en fait, a même émis des commentaires en disant on ne peut rien faire, le règlement ne le prévoit pas, donc on ne peut rien partager, même si c'est anonymisé. Moi, je ne suis pas d'accord. Et la dernière question que tu as ajoutée, c'est est-ce que de créer des données spécifiques de renseignement personnel est une forme d'anonymisation? Très intéressant comme question. C'est une utilisation. Est-ce que c'est une forme d'anonymisation? Parce que là, les implications, ça serait de se taper toutes les étapes. Oui, ben, la question que moi je me pose, je pense que ça intéressant. rejoint à ce que tu dis, parce que nous, on est confrontés à ça dans les universités aussi, de dire que les gens veulent créer des jeux de données synthétiques le plus possible pour accélérer la recherche, parce qu'ils disent, ben, ce pas des renseignements personnels, fait qu'on peut les partager avec tout le monde, et puis ça ferait en sorte qu'on n'est pas obligé de passer par des demandes d'accès, des consent waivers pour avoir des grosses banques de données, puis faire de la recherche. Fait qu'on va faire des données synthétiques pour partager tout ça plus facilement. Des données synthétiques, c'est des données qui ressemblent aux données initiales, mais qui ne sont pas les données initiales. Prendre un échantillon de 150 000 personnes, au lieu d'avoir leurs propres données, tu refais un autre échantillon que la distribution statistique de plusieurs des attributs se ressemblent, sont dans les mêmes types d'échelles ou de paramètres, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Au final, il n'y a personne qui correspond à ce profil-là. Et la théorie derrière ça, c'est de dire, ben, comme ce n'est pas des renseignements personnels, parce qu'il n'y a personne de physique, il n'y a pas toutes les personnes physiques dans le jeu de données synthétique, ben, le jeu de données synthétique, on peut le partager puis faire ce qu'on veut. Là où on a un enjeu, puis Khaled Elimam en parle dans ses articles aussi, c'est qu'il y aura souvent toujours un risque de réidentification quand même assez présent, même s'il n'est pas très grand, parce que justement, on a essayé de rester le plus près des données. Ce n'est pas des statistiques, comme tu en parles, fait que je pense que quand on va regarder est-ce que le renseignement est anonymisé, reste un renseignement personnel, ça va dépendre peut-être de comment, puis c'est quoi le produit. Est-ce qu'il est anonymisé sur une base individuelle ou non? Il y a déjà ça. Ou est-ce que c'est un petit groupe? Il y a plein d'enjeux à considérer. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on se dit, ben, on a des jeux de données, puis tu peux faire des données synthétiques de différentes manières. Tu peux prendre des jeux de données, puis il y a encore des renseignements personnels dedans, puis tu complètes, tu les changes complètement, mais tu as quand même des renseignements personnels à la base. Ou tu as une troisième option où c'est juste le programmeur qui va déterminer des règles, générer ça complètement de zéro. Dans le deuxième cas, où tu pars de renseignements personnels
qui sont tu sais, les vrais renseignements, dans la doctrine, on va souvent nous dire que c'est une forme de sécurisation des données, c'est une forme d'anonymisation des données. Donc là, comment est-ce qu'on conjugue cette doctrine-là, très américaine, finalement, très recherche informatique, finalement, avec ça? Est-ce que c'est vraiment d'anonymisation? Et si cette doctrine-là accepte qu'il y a toujours un risque de réidentification quand on parle de données initiales, parce qu'on essaie de rester proche quand même, tu sais, là, il y a un risque de réidentification, surtout quand tu croises. Ben là, est-ce que ça reste des renseignements personnels? Parce que le risque, tu sais, il serait là, et puis la définition du renseignement personnel. Donc, et l'identification directe ou indirecte. Donc, la question qu'on se pose, c'est cette promesse du renseignement, tu sais, de la donnée synthétique en recherche, est-ce que les définitions puis les choses qu'on trouve dans la loi québécoise viennent un peu contrecarrer ces plans-là, dans le sens que c'est pas parce que c'est un jeu de données synthétique qui a été créé à partir de renseignements personnels qu'après tu On mets peut ça faire sur ton n'importe site web quoi. et Ouais. tout le monde est dans Il y a, l'autre. il y Tu a vois, quand c'est la même question des que risques. là, Ouais. on se pose un petit peu en recherche sur comment appliquer ces questions d'anonymisation-là Mais, aux données synthétiques. mais en pratique, là, je les vois, les expertises de Khaled, où est-ce qu'il y a des échanges en des entreprises. C'est super intéressant. Dans un certain cas, il disait, je sais que ça a l'air anonymisé, tout a l'air beau, mais les données ont été collectées sur tellement une longue période qu'il y a un risque. Ouais. Donc, enlever le code postal complet, enlever la date de naissance complète, and we're good to go. Tu sais, il y a des petits points sensibles qui limitent le risque. C'est le type d'opinion qui va rendre, mais c'est une expertise qui va être en demande, là, éventuellement. Ouais. Ouais. Donc, très intéressant. C'est ce qui clôt notre point numéro 1. Après 45 minutes. Donc, Vincent, je te laisse décider qu'est-ce qu'on fait là. On a On une heure ou savait. une heure et demie? On a 1 heure et demie. OK. OK. On continue? On continue? OK. Ouais. Rapido sur populaire. Rapido sur OK. Tu veux populaire. présenter les articles? Ouais, Tes slides aussi. c'est des articles que j'aime pas tant que ça, fait qu'on va faire ça vite. C'est bon, vas-y. 8.1. Donc, lorsque une entreprise a recours à une technologie qui comprend des fonctions qui permettent d'identifier, localiser ou effectuer un profilage d'un individu, il y a une obligation de transparence. On doit informer la personne du fait qu'on a recours à une telle technologie et des moyens offerts pour activer les fonctions permettant d'identifier, localiser ou effectuer un profilage. Profilage, très large définition, elle est déjà à l'écran. Évaluer des caractéristiques, préférences personnelles, intérêts, comportements très large. Ça s'appliquerait à des clients, à des étudiants, à des employés. Ça s'applique à tout le monde. Puis là, on a 9.1. Ah, on n'a pas 9.1. Oui, on a 9.1. OK. Ben, il y avait ça, c'était la slide que tu m'avais dit, mais grosso modo, qui est une commentaire, je pense, de 8.1. OK. Qui apprend 9.1. OK, on en a 9.1. On n'a pas besoin de parfait. Parfait. 9.1 qui dit une personne qui exploite une entreprise, qui recueille des renseignements personnels, offrant au public un produit. Donc là, on vient d'enlever les employés, on offre un produit au public ou un service technologique qui dispose de paramètres de confidentialité. On doit s'assurer que par défaut, les paramètres assurent le plus haut niveau de confidentialité sans aucune intervention concernée. Puis là, on précise que ça ne s'applique pas aux témoins de connexion. Fait que là, on regarde 9.1, on regarde 8.1. Qu'est-ce qu'on fait avec les cookies, les témoins de connexion? C'est ça le terme, je pense. En gros, je dirais les clients, ils font deux choses. Soit ils attendent de voir qu'est-ce que la CAI, la position qu'elle va prendre, mais dans son guide ou les lignes directrices en matière de consentement, accord de consentement opt-in en vertu de 8.1, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on pourra en reparler à un autre moment. Donc, tu vois qu'eux autres, ils sont alignés le consentement, mais pour moi, c'est pas ça que ça dit 8.1. Donc, c'est quoi l'interaction entre les deux? 8.1 pourrait s'appliquer à des témoins de connexion. Surtout si on utilise, on crée des profils, hein, des fins de publicité, etc. Donc, souvent, on va prendre les recommandations qu'on va faire aux clients, c'est que les cookies qui ne sont pas essentiels, les témoins de connexion qui ne sont pas essentiels, ben, il faut obtenir exactement pour la publicité, etc. Il faut un consentement ou il faut respecter activer. Alors, j'accepte ou etc. Mais je vais vous dire, en gros, les enjeux que j'ai avec ces dispositions-là,
Euh, Premièrement, c'est fatigant, ces bannières-là. C'est- Non, qui dans la salle lit? Est-ce que qui les lit? Qui rejette? Qui accepte? Je veux dire ça. Ah oui? C'était juste pour Je suis pas surprise. Ça dépend. Je veux dire, l'idée est de protéger les individus et je trouve pas que ça joue ce rôle-là. Donc, il y a ça qui m'embête. Deuxièmement, je regarde le 9.1, ben, j'ai plein de questions. Disposant de paramètres de confidentialité, donc techniquement, une entreprise pourrait dire, j'aurai pas de paramètres de confidentialité, comme ça, j'aurais pas besoin de me conformer à 9.1. Je les ai, ces questions-là. Euh, des paramètres, des fois, est-ce que c'est une fonction, est-ce que c'est un paramètre? En tout cas, des fois, ça commence à être quand même gris. Puis là, j'ai les entreprises qui me disent, OK, mais si je force la personne à choisir entre les deux, là, quel genre de transparence? En tout cas, je suis là-dedans en ce moment pour un dossier qui est sous enquête. On est en train de négocier là, ces enjeux-là. Puis c'est comme on met en balance un peu la transparence avec l'activation, ça a besoin d'être un consentement, pas nécessairement. Mais ce qui m'embête de cette disposition-là, puis je pense que c'est une erreur, c'est qu'on ne tient pas du tout compte des attentes raisonnables de l'utilisateur. Puis je pense que ça, c'était une erreur. Donc, techniquement, si je suis Uber Eats, puis je lance mon application, ben, en vertu 9.1, ben, c'est moi qui dois aller activer le paramètre de localisation. Mais le but de l'application, c'est de me localiser pour me faire livrer des trucs. Donc, je trouve qu'on a, je veux dire, il y a certains paramètres ou fonctions qui sont essentiels. C'est ça le but de l'application. C'est comme si on a complètement ignoré ces enjeux-là. Donc, j'ai de la misère un petit peu. On a beaucoup d'opinions à rendre. Puis je trouve que c'est comme si c'est comme si on avait l'impression qu'on allait régler plein de problèmes. Puis on se retrouve avec plein de bannières de cookies que les gens ne lisent pas. Puis en fait, beaucoup de friction lorsqu'on télécharge des applications. Donc, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Et tu parles de toutes les différentes bannières qu'on trouve. J'ai fait un petit exercice d'essayer d'en répertorier. J'ai comme trouvé 5 différents types. Je me pose, moi, la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Fait que je les dis, je les montre, puis je peux commenter ou pas commenter, puis après, je parlerai du profilage dans le domaine de la santé aussi. Donc, Marmiton, et après, je parle de Ricardo. Donc, vous allez voir un petit peu mes biais, qu'est-ce que je fais dans la vie autre que ça. Donc, Marmiton, si on n'accepte pas les cookies, en fait, et tous les cookies, ben, on n'a pas accès à la recette et il faut payer pour s'abonner. Donc, c'est soit que tu acceptes toutes les cookies, pardon, même ceux qui font du profilage, ou en contrepartie, sinon, ben, tu n'as pas accès, ou il faut que tu t'abonnes et donc que tu payes pour t'abonner à Marmiton. Ça, c'est celle que j'ai mis le plus. Ouais. OK, non, ben, donc j'imagine, donc je pense, je traduis le modèle d'affaires, donc c'est on veut avoir accès à tes renseignements, on veut pouvoir te profiler pour te pousser la publicité. Puis si ça ne te tente pas, on n'a pas de problème avec ça, mais paye. C'est ça. Fait que ça, c'est un des spectres. Ça, c'est français de France. Ouais, mais au Québec. Mais Marmiton, c'est un site français, ouais. Alors, Ricardo, par contre, mais on y a accès à travers. Ça, j'étais au Québec quand je l'ai regardé. Là, soit qu'on accepte et ferme, donc on accepte tout là et on ferme, ou on fait en savoir plus ce que j'ai fait, et là, on peut paramétrer de tout refuser ou tout accepter. Mais en même temps, il y a cette étape-là d'aller un petit peu plus loin. Donc, souvent, les gens ne vont pas se casser la tête. On a plein de temps libre, tout le monde, on a juste ça à faire. Et donc, c'est ça. Le troisième cas, OpenAI, donc c'est soit on accepte tout ou ce qu'on voit de plus en plus, reject non-essential. Donc, le non-essentiel, donc celui qui serait plus de profilage, que tu n'as pas besoin finalement, ben là, il faudrait l'activer. Mais l'essentiel, tu n'as pas le choix. En tout cas, on peut un peu te le forcer un petit peu plus, l'essentiel. Donc, ça, je trouve que c'est celui qu'on voit le plus. Tu peux reject le non-essential, mais tu vas grosso modo accepter tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement du site, mais tout ce qui est non essentiel, qui serait surtout peut-être de profilage, c'est pas la finalité première dans le modèle d'affaires, ben là, tu as la possibilité de directement pouvoir l'évacuer. Lululemon, je peux accepter tous les témoins ou juste tout rejeter. Essentiel, pas l'essentiel, mais sans doute que les essentiels seraient là, mais une autre façon de le mettre, rejeter tout, on peut facilement juste dire, moi, je veux rien savoir sans tout lire. On peut aller voir les paramètres
des témoins. Mais Donc, rejeter tout, je veux dire, Sans- incluant l'essentiel? sans doute, sauf son C'est essentiel. ça. Ouais, Fait que c'est ça. bon. Mais tu as comme plus juste le fait que, autre que de juste passer dans une autre étape. Et le dernier, la commission d'accès à l'information qui ne collecte, la commission n'établit pas de fichiers témoins, de copies permanents dans les appareils des visiteurs. Donc, on n'a pas besoin de trop s'en soucier qui est collecté derrière tout ça. Donc, c'est juste pour dire que Ça se peut? ben, c'est ça, mais en tout cas, c'est juste pour dire comment c'est présenté. Puis vous voyez que depuis quelques mois, je dirais, là, on voit au Québec qu'on a accès à des sites qui n'y avait pas du tout, toutes ces bannières-là, puis on en voit quelques-unes qui se mettent en place. Puis ça vient tout un peu de 8.1 puis 9.1, puis ces distinctions entre essentiel et essentiel, acheter, récupérer tout ou pas. Puis la difficulté qu'on a de voir là, que ça n'en collecte pas du tout, ça vient d'interaction entre 8.1 puis 9.1 dans une certaine mesure. Oui, mais il y a quand même, je veux dire, en tout cas, ça me surprend qu'on ait besoin d'aucun aucun témoin du tout. Souvent, c'est juste au moins se rappeler puis un autre enjeu qu'on voit, les entreprises qui veulent se conformer aux lois du Québec pour le Québec, puisque c'est plus rigoureux, ils ne veulent pas nécessairement appliquer les standards québécois au reste du pays. Donc, ils veulent s'assurer de pouvoir localiser l'individu pour pouvoir appliquer les règles. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça commence à être plus difficile à gérer. Parfait. Et pour faire la transition vers notre troisième point, on voyait qu'on accélère un peu. Juste un mot Bon, sur... on a pas mal tout, ouais, on a pas mal tout traité de ça. Mais je veux faire un point sur ça quand même, parce que la 8.1, la question du profilage puis d'activer, c'est quelque chose qu'on a dans la loi 5 aussi, en fait, la loi sur la santé. Et là, c'est presque un copy-paste du secteur privé dans le secteur de la santé. Mais ça pose des questions. Puis moi, par exemple, on est sur un projet, je pense qu'on en a déjà parlé, puis je serais curieux de savoir ce que tu en penses. C'est un projet qui est dirigé par Robert Avram, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, puis il a développé un outil d'intelligence artificielle qui, à partir d'imagerie médicale du cœur, génère des inférences. Donc, clairement, tu sais, on utilise les données des personnes. C'est de l'information sensible, là, quand même, dans une certaine mesure. Puis on va créer une information, une inférence derrière tout ça. Et c'est quelque chose d'assez sensible. Et non seulement ça, mais qui rentre dans la notion de profilage, hein, c'est-à-dire vraiment cette capacité, je peux revoir là, euh, d'évaluer une personne physique, notamment des fins d'analyse de la situation économique de la santé de cette personne-là. Quand j'ai soumis cette définition-là aux ingénieurs qui travaillent sur l'outil, parce que je m'occupe un peu du volet privé, je leur dis, ben, est-ce que vous considérez que c'est du profilage? Ben oui, ça, clairement, dans notre cas, c'est du profilage. Donc là, la question qui se pose, c'est, ben là, est-ce que là, cet outil d'aide à la décision-là, il s'applique à ça ou pas? Est-ce que là, quand il y a un patient, puis il y a un cardiologue qui soumet cette référence-là, quand il lit l'image, il doit demander à quelqu'un d'activer quelque chose ou pas? Il y a cette particularité-là. Et la question qui se pose aussi, quand on leur soumet ces questions-là, on avait notre rencontre CIFAR il n'y a pas longtemps, ils disaient, moi, quand j'utilise un thermomètre pour faire un diagnostic, je fais du profilage, puis il faut que quelqu'un active. Il faut que ce soit la technologie qui fasse le profilage. Il faut que ce soit la technologie qui fasse le profilage. Mais si c'est un outil d'inférence qui crée quelque chose puis qui évalue, c'est un outil de la décision, ça, c'est du profilage au sens du 15. J'aurais beaucoup de questions sur l'outil puis comment c'est utilisé, mais si ce n'est pas une technologie qui fait le profilage, puis une intervention humaine ou c'est des données qui sont obtenues d'un tiers, c'est vraiment, il y a quand même des critères, je retourne à 8.1, c'est vraiment la technologie qui fait le profilage et puis c'est lorsqu'on collecte des renseignements auprès de la personne concernée. Fait que je ne sais pas, dans le domaine de la santé, des fois, ça peut être... Là, ça serait qu'on fait un examen à la personne, elle passe un scan, on a une image, puis on lance un modèle dessus pour aller chercher de l'information supplémentaire. En tout cas... En temps réel. Tu sais, j'aurais beaucoup de questions. En temps réel. Oui, c'est ça. Mais en temps réel avec à point of care. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que même cette disposition-là, dans le domaine de la santé et de la recherche, va se poser des questions là où on peut peut-être en sortir. C'est est-ce que c'est pour faire un service, mais c'est un soin, c'est pas un service, comment est-ce qu'on peut... En tout cas, bref. Mais même si les enjeux-là commencent à être gris, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des partenariats, puis c'est, Donc, le fait que ce soit juste copy-paste du secteur privé dans le secteur de la santé, on se demande un petit peu fonctionne pas. Pourquoi c'est là, ça fait comme pas super bien ajusté. Donc, il y a des difficultés là aussi. Donc, dans notre conversation sur la pratique et la recherche, ça, c'était mon enjeu. Donc, les deux, on n'aime pas ces dispositions-là. En tout cas, je ne sais pas trop quoi en faire. Bon, en tout cas. Biométrie, problématique de la reconnaissance faciale. Biométrie, je pense que toi, ça te plaît. Je te lance là-dessus, puis après, je fais la décision de la caille. Parfait. Il est 6h moins 5.
OK. Alors, allons-y. Alors, OK, je regarde la. Donc, deux lois qui réglementent la biométrie, la loi sur le secteur privé et la loi sur le cadre des technologies de l'information, qui a été mise à jour. Donc, les données biométriques, il y a différents types de données biométriques, morphologiques, comportementales, biologiques, ADN, etc. Ce sont des renseignements sensibles en vertu de la loi qui vont élaborer un peu sur ce qui s'en vient, qui vont élaborer cette notion-là de données biométriques. Ouais. Cool. Il y a comme certaines données biométriques qui sont moins sensibles à suivre. Alors, sinon, il faut s'assurer que les données biométriques sont nécessaires aux fins déterminées. Donc, il y a vraiment l'espèce de, moi je l'appelle le test en quatre étapes. Là. Est-ce que le test de, on l'appelle des fois le test de proportionnalité, mais c'est un peu plus large que ça. Est-ce qu'il y a un besoin d'affaires important, légitime, réel? C'est quoi les risques en matière d'atteinte à la vie privée? Est-ce que c'est justifié dans les circonstances? Est-ce qu'il y a une autre façon d'arriver aux mêmes fins qui serait moins intrusive? Donc, en gros, c'est ça le test. Il faut obtenir un consentement si on collecte des données biométriques d'un individu, un consentement valide. Si on regarde sur le site de la CAQ, on se fie à leurs recommandations, c'est un consentement de 5 pages, pas trop réaliste. Et c'est unique au Québec, il faut avoir une alternative. Donc, il faut permettre à l'individu de, si moi je suis mal à l'aise, j'ai pas envie qu'on prenne mes empreintes digitales ou on fasse la reconnaissance faciale, mais il faut qu'on m'offre une alternative. Mais vous voyez comment ça crée des petites tensions. Il faut documenter comme quoi on en a besoin, la biométrie, puis que c'est nécessaire, puis que c'est utile, mais il faut aussi avoir une alternative. Donc, on se tire dans le pied en offrant une alternative, mais bon. Fait qu'il y a des petites incohérences, je dirais, ou des petits défis. Il y a aussi des déclarations à faire à la CAI. Si on utilise des données biométriques et si on a une base de données biométriques, c'est 60 jours avant la mise en service. J'ai fait 2 déclarations là, hier pour des mises en service qui en sont cœur euh, alors, les enjeux, rapidement. Quelqu'un qui a levé son micro par erreur. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on était rendu, mais bon, bref, la CAI a publié 2 rapports, un en 2022, un en 2023, puis je dirais dans les 2 rapports, elle est très négative sur l'utilisation de données biométriques. Beaucoup de mises en garde, les systèmes horodateurs sont utilisés quand même fréquemment par les entreprises au Québec pour éviter le vol de temps, etc. Ils n'aiment pas ça, puis c'est un rapport où est-ce qu'ils disent, ben, on pense pas que c'est souvent légal. Là, moi, j'ai des clients qui distribuent ce type de système-là. Ils me disent, ben là, est-ce que mon produit est illégal? J'ai même contacté la caisse de ce que la biométrie est toujours illégale. Juste, dites-nous-le, puis on va aviser les entreprises en conséquence. Mais là, on est comme, c'est pas illégal, il y a plein de déclarations à faire, il faut obtenir des consentements, mesures alternatives, il faut faire une évaluation des facteurs de risque, puis on n'aime pas ça. Puis j'avais même un client qui avait parlé avec une personne de la CAQ qui avait dit, ben, dans quelle industrie ça serait justifié? Ben, à moins que ça soit une industrie vraiment qui touche à la sécurité nationale, on pense que ça pourrait ne pas être justifié. Fait que là, j'avais parlé à quelqu'un de la CAQ qui m'a dit non, 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 pas toujours illégal, mais
c'est très sensible, il faut faire attention, il faut bien documenter. Donc, lorsque nos clients envoient des déclarations, des fois, c'est nous des fois, c'est les entreprises qui soumettent eux-mêmes. Ce qu'on voit, puis là, c'est sûr que ça a augmenté les déclarations parce que là, c'est pas ça. Avant les amendements récents, c'était seulement s'il y avait une base de données. Donc, beaucoup d'entreprises utilisent la biométrie, mais ce n'est pas eux qui gardent les bases de données, donc il n'y avait pas de déclaration à faire. Mais là, dès qu'on utilise la biométrie, il faut faire des déclarations. On reçoit une lettre, la CAI, qui dit quelque chose comme on a regardé votre dossier, on ne pense pas que c'est nécessairement légal ce que vous faites, on n'est pas certain que votre consentement est légal. Vous n'avez rien à faire pour le moment, ceci n'est pas une enquête officielle, mais ça se pourrait qu'on revienne dans le décor, puis on ne pense pas que c'est légal. Donc, là, évidemment, les clients se retournent et disent qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a qui répondent, il y en a qui ajoutent des fois on regarde et on se dit, ben effectivement, le consentement pourrait être un petit peu plus étoffé. Est-ce que le besoin d'affaires est clair? Avez-vous documenté les enjeux? On a assez cette entreprise, mais on a une lettre là un peu, et je pense qu'il manque de ressources, peut-être, pour faire des enquêtes, puis ils veulent se garder le droit d'en faire dans le futur. Donc, ils ne veulent pas recevoir ces déclarations-là puis rien faire. Je pense que c'est ça l'idée derrière ces lettres de non-conformité-là. Dans certains cas, il y a des suivis. J'ai une entreprise récemment qui a eu un suivi, il y a un appel, ils ont dit est-ce que vous avez amélioré vos systèmes suite à notre lettre reçue l'année passée? On est retourné dans le dossier. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur c'est qui l'entité qui doit soumettre ces déclarations-là. Est-ce que c'est l'entreprise qui est en contrôle des renseignements personnels? En Europe, en vertu du RGPD, on parle de data controller ou data processor, c'est une sorte de service, c'est pas toi qui es en contrôle. Tu gères des renseignements pour le compte de quelqu'un d'autre. Des fois, tu fais simplement offrir un service, donc c'est-tu la personne qui offre le service de biométrie, c'est-tu l'entreprise qui utilise le service? C'est pas clair. Et dans certains cas, je pense pas que la Caisse s'attend à ce que des centaines d'entreprises qui utilisent le même service, peut-être qu'ils préféraient que ça soit, je sais pas. C'est qu'en fait, tout le monde le fait, mais souvent, les entreprises font une déclaration, mais réfèrent à l'autre qui est le contrôle, l'autre qui fournit le service. Donc, c'est un peu, je sais que c'est un peu messy là, pour utiliser un anglicisme, mais oui, donc c'est un peu ça les défis. Et effectivement, il y a la décision intercontinentale, fait que vas-y. Qui, transcontinentale. Alors, ben, c'est ça. Et pourquoi je trouve qu'elle est intéressante? La loi 25, parce qu'on parle de la loi 25, vient modifier de manière relativement identique, finalement, les articles 45, 44, 45 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. C'est des délais qu'on spécifie, des 60 jours, des trucs comme ça. Donc, on va nous dire que la loi 25 va venir quand même changer la manière dont on va utiliser la biométrie, la reconnaissance faciale. Mais là où il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est vraiment la définition du renseignement sensible, finalement. Puis dans intercontinental ou transcontinental, maintenant, je suis perdu. C'est sur ça qu'on vient jouer finalement. Fait que le renseignement sensible, c'est un renseignement pour lequel une personne va avoir un haut niveau d'attente raisonnable en matière de vie privée. Même le concept d'attente raisonnable en matière de vie privée, renseignement sensible, c'est quelque chose qu'on avait un peu implicite dans la loi, mais qui n'était pas directement dans la loi sur le privé ou la loi sur l'accès avant. Et dans transcontinental, c'est vraiment sur ce mot-là qu'on va venir jouer pour considérer que le dispositif de reconnaissance faciale qui a été déployé par l'entreprise n'était pas conforme à la loi. Donc, ce n'était pas 44-45, ce n'était pas les délais, ce n'était pas ce genre de choses-là. Dans Transcontinental, là, je check encore dans le cas. C'est l'entreprise, c'est une imprimerie finalement, qui avait utilisé un dispositif de reconnaissance faciale pour l'accès à ces lieux. Elle l'avait fait pendant la COVID et puis c'était quelque chose qui faisait une prise de température à un certain point pour s'assurer la sécurité des locaux puis la gestion de l'épidémie, mais qui faisait une reconnaissance aussi pour pouvoir avoir accès aux locaux de l'entreprise. La fonctionnalité ou la finalité du COVID ou de la température, ça a été enlevé. Donc, tout ce qui restait, finalement, c'était faire une reconnaissance faciale des personnes pour pouvoir arriver sur le lieu de travail. Donc,
la CAI, dans son analyse de cette décision-là, devait regarder ben, est-ce qu'il y a un intérêt qui est légitime et sérieux, c'est l'article 4. Et puis, dans le test de l'intérêt légitime et sérieux, qui est peut-être un petit peu bizarrement situé, mais c'est le test en 4 étapes que tu évoquais un petit peu plus tôt. C'est comme ça que la CAI va souvent regarder est-ce qu'il y a un intérêt sérieux et légitime, et donc est-ce que ça justifie une collecte de renseignements personnels, puis est-ce qu'on peut la faire. C'est un test qui ressemble au test de Hawke, là, finalement. Est-ce que c'est une finalité qui est sérieuse? Est-ce que la collecte de renseignements personnels elle entretient un lien rationnel? Est-ce que ça nous permet d'atteindre cette finalité-là? Est-ce que ça respecte le principe d'atteinte minimum? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui seraient moins attentatoires à la vie privée? Puis un test de proportionnalité, est-ce que les avantages qu'on va chercher sont proportionnels à l'atteinte à la vie privée que ça va causer ou occasionner pour les personnes? Et là où le renseignement sensible entre en compte, justement, c'est laquelle va nous dire il y a un intérêt qui est d'assurer la gestion dans l'accès aux locaux, finalement. C'est une imprimerie, fait que c'est pas non plus, c'est pas des questions de sécurité nationale, hein, c'est quelque chose qu'on voit dans la décision. Sur la sécurité, bon, pour accéder aux locaux, mais c'est une imprimerie, c'est pas comme s'il y avait vraiment des enjeux là, de sécurité publique nationale très, très, très importants. C'est important, mais ce n'est pas un enjeu fondamental non plus. C'est un enjeu commun, finalement, pour les entreprises. Mais bon, c'est un intérêt qui peut légitimer une collecte de renseignements personnels. Est-ce qu'il y a un lien rationnel? Oui, tout à fait, il y a un lien rationnel. Pouvoir identifier les gens, ça nous permet de contrôler qui rentre ou pas. Donc, on va chercher ça. Et c'est ensuite dans le test de l'atteinte minimum puis de la proportionnalité qui est un peu mêlé, où là, le bas blesse. On va nous dire, c'est un intérêt qui est sérieux et légitime, mais qui est somme toute commun, finalement. Alors que les renseignements qu'on va chercher sont des renseignements qui sont excessivement sensibles au sens de la loi. Et donc, dans une certaine mesure, l'atteinte à la vie privée est excessivement importante pour poursuivre un intérêt qu'on aurait pu atteindre avec d'autres finalités, donc le principe d'atteinte minimum, mais qu'en même temps, la proportionnalité ou l'intérêt n'est pas très, très, très élevé, finalement. On va chercher quelque chose, mais qui n'est pas aussi important que l'atteinte à la vie privée que ça peut encourir. Donc, en jouant sur le terme de sensibilité, c'est là qu'on va nous dire que le test n'est pas, le bas blesse aux critères 3 et 4, finalement. Et donc, à partir de ce moment-là, on va conclure que la collecte, l'utilisation de la connaissance faciale était contraire à la loi sur le privé, pas la LCGTI, c'est ça qui est intéressant. Puis ça tournait vraiment autour de la question que c'est des renseignements sensibles qu'on va chercher. Donc, plus tard, je pense que quand on va se fier là-dessus, il va falloir vraiment, à la lumière de transcontinentale, montrer que ben, quand on pondère tout ça, il y a une atteinte à la vie privée qui est excessivement importante. Il va falloir que ça soit un intérêt qui est légitime et sérieux, mais aussi qui est très, très, très important. C'est pour ça qu'on va sans doute tomber dans des questions de gestion de la sécurité, ou vraiment des questions très, très, très précises, pas juste l'accès au lieu ou ce genre de choses-là. Donc, c'est une décision qui est assez intéressante et qui montre aussi que la gestion de la reconnaissance faciale, la biométrie ne va pas juste passer sur la modification de la SCGPI, mais aussi avec ce terme de renseignement sensible. Tu sourcils? Non. J'essaye en dépit d'intérêt de reprendre le contrôle. OK. Il nous reste 24 minutes. Alors, moi, juste avec mes questions, j'ai au moins besoin de ça. OK. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va aller avec la période. Allons-y. OK. Oui. Avec notre très large public, qui, je suis sûr, aura plein de questions. Alors, par tradition, je vais aller avec la première. Moi, j'en ai plein de manière générale, et puis j'en ai des hyper précises. Je vais faire un tri avec une générale et une précise. Moi, je vais prendre les générales et précises. C'est la présentation. Pour chacun, mais ben, je vous laisse faire ça. Moi, j'ai une question très, très, très pratique, encore une fois, puis c'était façon de ce côté-là, mais est-ce qu'il y aurait un Québec, un Québec Effect? Ça, c'est ma question générale. Il y a eu le Bruxelles Effect avec le RGPD. Est-ce qu'il y aurait, dans ce cas-là, notamment, parler de ces entreprises qui prennent le standard les plus élevés coast to coast et qui. Oui, définitivement. Définitivement. Puis je dirais même, tu sais, de plus en plus, les commissaires à la vie privée travaillent ensemble. Des fois, ils font des enquêtes lorsqu'il y a des enjeux qui les interpellent, certains produits technologiques. Euh, et ça va être intéressant, il y a des décisions qui s'en viennent, qui sont des enquêtes conjointes. Ça va être très intéressant de voir si les commissaires à l'extérieur du Québec, donc fédéral, pour le secteur privé, c'est Alberta, Colombie-Britannique, vont insister
adapter pour que certaines exigences s'appliquent dans le reste du Canada? Parce qu'il y a des arguments à faire dans certains cas. C'est sûr que le 8.1 puis le 9.1, quand vous trouvez une application dans le reste du Canada, il pourrait dire, ben nous aussi, on veut les mêmes protections, mais nous, c'est en vertu de 5.3 du test de raisonnabilité. Pour absolument arriver à la même conclusion, c'est des renseignements sensibles, compte tenu, je ne sais pas moi, de la clientèle, du type d'application, du fait qu'il y a de la monétisation de données. Tu sais, il y a toutes sortes d'arguments qui pourraient être utilisés pour justifier. Donc, peut-être c'est sûr que tu sais, tous les yeux sont rivés sur le Québec, mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'assurent de se conformer aux, aux- aux exigences québécoises, qui les appliquent à travers le pays parce que c'est plus simple, ou dans certains cas, on isole le Québec parce que c'est trop rigoureux, ça serait trop lourd d'appliquer ça dans tout le pays. Mais moi, je pense qu'il y a des dispositions des autres lois qui peuvent être utilisées pour justifier un peu les mêmes, les mêmes requis à l'extérieur du Québec en utilisant 5.3 de consentement, type de consentement, données sensibles, qui est très flexible. Donc, oui. Et je pense que 5.3 est le moins, et une des particularités qu'on a au Canada, qui est, au point de vue international, qui est le moins bien utilisé au Canada. Quoi qu'il en soit, moi, je pense que le Québec, effect, va surtout se faire sentir dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle loi sur la protection des renseignements. C'est la loi sur les renseignements de santé et les services sociaux. Puis on est la dernière province au Canada à avoir ce type de loi-là. Toutes les autres provinces ont déjà adopté une loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur de la santé. On est la dernière à l'avoir faite. L'Ontario, par exemple, l'a fait en 2004, le Manitoba en 1997, je pense. Et la plus récente, autre que nous, je pense, c'est 2017 ou 2018, c'est l'île du Prince-Édouard, puis avant, on remonte à 2010. Donc, nous, on a une toute nouvelle loi en matière de protection des renseignements personnels dans le système de la santé. Et ce que cette loi-là vise, c'est un peu la loi post-COVID, c'est d'accélérer la circulation des renseignements dans le système de santé, que ce soit pour la recherche, prévenir trouver des nouveaux traitements, faire des nouveaux diagnostics, mais aussi pour des prises de décision clinico-administratives, que ce soit pour le ministre quand il prend des décisions ou les gestionnaires, les PDG d'hôpitaux, ce genre de trucs-là. Et pour être sur quelques comités, puis tu dois voir un peu la même chose, fédéraux du gouvernement du Canada ou de Santé Canada sur les renseignements de santé, les collègues ou les gens à l'extérieur du Québec regardent beaucoup ce qui se passe au Québec parce qu'ils vont avoir eux aussi éventuellement à moderniser ces lois-là. On le voit lié en santé, la COVID, la gestion des épidémies, ce genre de choses-là. On va devoir, tout le monde au Québec, au Canada, moderniser ça. Et ce que le gens regarde, c'est de dire ben, comment ça va se passer au Québec. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de tout mettre ça en place. Là. Une loi, ça atterrit jamais comme c'est peut-être pas le moment de bien parler de ça, mais c'est la métaphore que je dis normalement, mais là, je me dis c'est peut-être pas le jour, là, mais l'application de la loi, des fois, il y a des ajustements à faire. Donc, les ajustements et les choix qu'on va faire avec cette loi-là, je pense, va avoir une influence quand même assez importante sur le reste du Canada. En tout cas, c'est ce que je mets dans mes demandes de subvention. Et est-ce que ça marche, genre, c'est des 60 jours, là, je comprends que dans la loi, dans la loi 5, est-ce que c'est vraiment plus rapide? J'imagine que maintenant, vous déposez les documents et puis au bout de 60 jours, s'il n'y a pas de réponse, ben, vous êtes opérationnel. Donc, genre, on critiquait dans le domaine de la santé au Québec le fait que la CAI se prenait généralement la durée de la demande de subvention pour approuver. Ouais. Est-ce que ça va vraiment plus vite maintenant? Ben, ça commence à se mettre en place. L'écho que j'ai des chercheurs, c'est que c'est pas clair encore à quel point ça va accélérer les choses. Parce qu'il y a encore beaucoup de redondances. Euh, il y a des redondances au niveau des processus qu'on doit faire. Il y a encore toute la connaissance de la loi à faire. Tu sais, quand on parle de, on peut aussi, des fois, on peut parler un peu d'effectivité du droit aussi. Tu sais, comment est-ce que les destinataires de la norme se saisissent de cette norme-là, puis la comprennent, puis l'appliquent, puis l'interprètent. C'est encore tout nouveau. Puis moi, c'est ce que je vois, sans me prononcer sur les délais de 60 jours dans la loi sur la santé, euh, c'est que la communauté de recherche en santé au Québec se pose beaucoup de questions sur l'impact de cette loi-là, puis comment est-ce qu'on l'applique concrètement. Donc, ça encore, on est au premier temps, puis c'est pour ça qu'il y aura des choix à faire. Il y a une pédagogie à mettre en place. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, maintenant, il y a des nouvelles obligations, les évaluations relatives aux facteurs à la vie privée. Donc, ce qu'on sauve en quelque part, on va peut-être le perdre à faire des FVP. C'est quoi un FVP? Moi, il faut que j'en fasse une. Comment je fais ça? Qui fait ça? Moi, je ne suis pas habitué à faire ça. Donc, tu sais, il y a comme, on gagne en quelque part, peut-être, mais il y a d'autres places où on a l'impression qu'on va perdre. On va gagner avec les multicentriques. C'est-à-dire qu'avant,
si on faisait de la recherche, qu'on avait besoin des données dans différents centres hospitaliers, il fallait faire des demandes à tout le monde, ou en tout cas à la CAI pour tout le monde. Là, maintenant, on demande à une personne puis qui va consentir un petit peu pour tout le monde. Donc, sur le délai de 60 jours spécifiquement, je n'ai pas eu de retour parce que moi, je ne fais pas de demande d'accès au renseignement personnel de santé spécifiquement sur ça. Mais ce que je peux dire, c'est que dans la communauté de recherche, ce n'est pas encore clair que les effets d'accélérer l'accès aux données se font sentir. Parce que je pense qu'il y a une étape de pédagogie à mettre en place au début. Mais ça, c'est à suivre. Sur la pédagogie, moi, j'ai quand même été un peu surpris. Le premier message de cette année, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site de la CAI, de la nouvelle présidente, là, qui a un très court message une demi-page qui dit l'année 2025 sous le mot de collaboration. Donc vraiment, la CAI, je ne pense pas qu'on est arrivé encore avec des sanctions à 4% du chiffre d'affaires mondial, ce copier-coller éhonté du RGPD. En tout cas, on verra. Mais tu sais, moi, je sais pas bon, mais moi, quand j'en ai fait avec des projets de recherche, dans les équipes où tu t'occupes un peu du dialogue avec la CAI, j'ai toujours trouvé qu'il y a un accompagnement quand même assez cool là, qui se fait, tu sais, genre pourquoi vous avez besoin de ça. Après, c'est sûr qu'il t'envoie, c'est long, là, tu sais, des commentaires de pourquoi tu as besoin de ça, mais tu sais, la nouvelle loi ne va pas évacuer ça. Le PDG, il va quand même se demander pourquoi tu veux ça, puis il va y avoir du back and forth, puis Non, moi, je pense qu'il manque de ressources. C'est plus ça. Je veux dire, il y a plein de nouvelles dispositions. Ils reçoivent des documents, des déclarations, des trucs. Là, les autres sont pris. Ils n'ont peut-être pas le temps de tout analyser en profondeur, faire des recommandations. C'est pour ça qu'ils envoient des lettres. Ils disent là, je ne veux pas, après ça, me faire accuser. Si jamais j'ai besoin d'enquêter, je vais avoir le droit d'enquêter. Ils reçoivent, c'est des enquêtes, c'est les évaluations des facteurs de risque aussi, je pense. Si tu veux pas bénéficier d'une exception du consentement, je pense que tu déposes des documents. Sur tous les trucs de. Secteur privé. Ouais. Ouais. Les services En tout cas, technologiques, bref, tu veux échanger des données à l'international. c'est ça, là, comme soudainement, ils reçoivent plein de documents. Puis, Le budget a été doublé en 8 ans, mais je ne sais pas, encore une fois, c'est énorme. Là, moi, je pense pas assez, mais bon. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Pour ça, tu es d'accord avec la présidente de la CAI, de toute façon. Qui avait dit qu'il lui a donné, je pense, 20% de ce qu'elle a demandé. L'ancienne, ouais, présidente. L'ancienne. Ouais. Moi, j'ai plein de questions, mais il y a beaucoup de monde en ligne et peut-être nous, je vous demanderai s'il y a des questions. Vous avez aussi accès au chat, en fait. C'est la meilleure question. Chat. Dans la salle, on a une belle audience. Nicolas Vermès. Je me lance, tu vas prononcer des 4 lettres qui font frémir tout le monde dans la communauté, EMVP. Ouais. Votre avis sur la faisabilité des EFBP, leur utilité réelle, en pratique surtout, je suis très curieux parce que bon, on voit ça, puis c'est les quelques personnes qui travaillent sur ces questions-là ont la même réaction, à savoir, ben, je ne sais pas trop comment remplir le document, puis ça, c'est des experts, soi-disant experts en vie privée. Donc, comment est-ce que vous deux, vous gérez ça, votre réaction? Je vais parler en pratique secteur privé, mais je vais être curieuse de t'entendre. En fait, il y a deux types en anglais, on appelle ça un PIA. Excusez-moi, je vais utiliser cet acronyme-là, ça va juste être plus simple. On en faisait, c'était recommandé par les commissaires, surtout lorsqu'il y avait des technologies intrusives, des logiciels de surveillance, des systèmes de biométrie. C'est vraiment pour comme. Puis la façon, l'idée de l'affaire, c'est de faire le documenter le besoin d'affaires. C'est comme le test en 4 étapes. Après ça, faire le tour des exigences, puis voir c'est quoi les risques, où est-ce qu'il y a des lacunes, puis après ça, proposer des mesures de mitigation de risque, puis déterminer, OK, toi, tu vas faire ça, on va ajouter un truc de consentement en matière de sécurité, on va s'assurer de limiter. Donc là, c'est comme tu documentes un peu ton besoin d'affaires, tu justifies la mise en place de la technologie ou du système ou de la pratique, peu importe. Fait que c'était vraiment dans des cas ciblés où est-ce qu'on savait qu'on allait avoir des plaintes, des questions des autorités réglementaires. Fait que c'est vraiment pour les trucs là, comme les dossiers chauds qu'on faisait des PIA. Là, c'est une obligation, loi du secteur privé, c'est en fait dans 3 situations, la portion recherche la laisse. Sinon, c'est pour tout type de système 3.3, 3.4, je pense, tout type de système informatisé. Ben, je veux dire, c'est hyper lourd, c'est inutile. Donc, selon moi,
je pense qu'il faut faire dans ces situations-là, faut s'assurer, c'est plus des enjeux de sécurité, en fait, qu'il faut regarder. Donc, je trouve que c'est une disposition un petit peu trop large qui donne une obligation irréaliste à toutes les entreprises. Les institutions financières, des fois, ils me disaient, nous autres, honnêtement, là, si on regarde, il faudrait qu'on en fasse des centaines par année, c'est pas réaliste. Donc, souvent, ce que les entreprises font pour ce type de PI-là, c'est qu'il y a comme une forme courte, une forme longue. Donc, on documente un peu, c'est un peu un registre, là, on documente. Mais pour les trucs un petit peu plus, qui ont plus de risques ou plus d'enjeux, mais là, on fait vraiment une évaluation des facteurs de risque complète. L'autre PIE, c'est celui en vertu de l'article 17 pour les transferts à la du Québec. Le casse-tête monumental. Alors, j'ai développé un système qui est pas si pire que ça. Puis même au fil de la dernière année, je l'ai vraiment simplifié. Puis je dis, moi, je pense que ça fonctionne. Mais même là, même mon quelques pages, c'est lourd pour garder la loi étrangère. Il y a comme un exercice à faire pour garder les clauses contractuelles. En tout cas, bref, il y a comme un gros exercice à faire. Et je vous confirme que les entreprises ne les font pas. Donc, les PIA de l'article 17, j'en ai fait quelques-uns pour les transferts massifs super importants, mais je vous dis, les entreprises sont comme c'est quoi encore qu'il faut faire? Puis là, je les aide, puis c'est comme silence radio. Là. Ils ne font pas. Fait que des fois, on a une disposition qui est trop lourde, puis qui, pour l'entreprise, qui ne donnera pas plus de protection en fin de compte. Je pense qu'il faut mettre l'emphase sur les mesures de sécurité, les clauses contractuelles, commencer à regarder la loi étrangère qui va être amendée à chaque 6 mois. Je pense que ce n'est pas réaliste. Ouais. Puis là, il y a le PI en matière de recherche. Ben, tu sais, recherche, c'est-à-dire que nous, dans le domaine de la santé, moi, je suis sur des équipes d'info, puis en fait, pour le dire, annoncer ma thèse directement, j'ai trouvé ça assez agréable maintenant. Donc, je pense que c'est un peu contre le courant. Il y a des trucs à faire, puis c'est un contexte particulier de recherche où on est des plus petites équipes, on n'est pas avec des contraintes temporelles, il n'y a pas d'enjeu financier derrière tout ça qu'il faut aller vite, on n'a pas 1000 à faire. On est sur un projet, on en fait une. Dans le domaine de la santé, en fait, c'est que nous, un des outils qui a été développé, l'idée, c'est que ça soit adopté le plus possible à travers les hôpitaux. Puis pour que ça soit adopté dans un hôpital, le PDG doit faire un AFVP. On essaie de faire de la faire d'avance pour lui ou elle. Comme ça, quand vient le temps de prendre une décision, on a déjà pré-mâché le travail, puis peut-être ça accélère les choses. Fait que nous, notre position, c'était on va le faire, puis déjà, ça va peut-être nous aider à l'interne. Alors, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant pour différentes raisons. La première raison, c'est que des fois, comme juriste, dans une fac de droit, dans une équipe interdisciplinaire où tu as des informaticiens, tu as des ingénieurs, tu as des médecins, trouver sa place, c'est comme un peu difficile de participer aux discussions. Souvent, ça passe au-dessus de ta tête parce que c'est très technique. Puis tu es là, puis on te pose un peu les questions, genre ça s'applique comment? Puis tu n'es pas dans la recherche trop fondamentale. Moi, je fais de la recherche fondamentale sur les attitudes ou la perception de la vie privée, mais il y a un côté un petit peu là où des fois tu cherches, tu struggles un peu à trouver ta place. Alors que quand tu dis, ben, on va faire une FVP, là, tu t'embarques l'équipe dans une conversation, puis un dialogue où là, tu as ta place, puis tu apprends beaucoup sur comment le système fonctionne. Tu cartographies toutes les données, c'est quoi les finalités, pourquoi vous allez chercher ça. Et puis moi, l'expérience que j'ai eue, c'était que finalement, c'était vraiment beaucoup de conversations. Que même les ingénieurs étaient comme, OK, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé cette question-là. C'est vrai qu'on a pu te dire, ben, pourquoi tu gardes 24 heures? En as-tu besoin? As-tu besoin? Ils sont comme, tu leur dis que, tu sais, on peut tout faire, il faut juste que tu justifies. Pourquoi tu dois te dire de garder 6 mois? Qui décide qui est administrateur ou qui a accès à la plateforme ou pas? Et puis, en tout cas, moi, le feedback que j'ai eu, c'est qu'ils ben, se posent des vraies bonnes questions, puis ils disent, OK, ben, c'est vrai, c'est super. Puis là, tu rentres dans un dialogue, finalement, où tu as vraiment l'impression de participer aussi parce qu'ils vont modifier ou configurer différents des petits points, finalement. Donc, moi, j'ai eu une bonne expérience, mais on n'était pas pressé. C'était pas comme on en a 5000 à faire pour toute notre entreprise. Puis on a fait une couple de workshops, d'ateliers avec l'équipe, puis c'était comme quand même assez agréable. Finalement, toi, tu apprends aussi à comprendre qu'est-ce qu'eux font.
Et puis eux, ça les aide à se poser des questions finalement auxquelles ils sont assez intéressés de répondre. Puis des fois même que ça les aide à fonctionner, de dire, ben, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de telle affaire. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, puis je suis en train d'essayer de faire un article sur ça aussi, sur comment bien faire ça. Ben, il faut que tu informes les gens à l'avance qu'est-ce que ça va être le PI, pourquoi on se rencontre. Tu leur fais un petit one-pager de bullet points. C'est ça qu'on va faire. Tout est permis. Il faut juste, tu sais, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Cartographiez-moi les données, puis après on arrive. Puis tu leur dis, tu sais, je ne suis pas là pour vous contrôler. Tu sais, je ne suis pas là pour vous assurer que vous êtes légal ou pas, parce que des fois, tu vas y aller avec mais on va juste tu sais, progresser ensemble pour faire ça correctement. Euh, et donc, vraiment d'avertir c'est quoi le processus, montrer que c'est itératif, montrer qu'il faut le faire en continu. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est des trucs d'IA, des fois, ultra complexes, puis les enjeux sont là où c'est vraiment du simple, genre destruction. Qu'est-ce que vous en faites une fois que c'est fini? Ça te force à faire le tour Ouais, des c'est enjeux. ça. Puis des fois, tu te rends compte que documenter. justement, il faut que tu portes attention aux petits détails, que c'est pas juste vous allez sur Hugging Face, puis qu'est-ce que ça veut dire, l'inférence, les commandes, tout puis c'est des trucs très B à bas finalement. Fait que moi, en tout cas, pour répondre à la question, j'ai trouvé que c'était assez. Je pense qu'il y aurait une façon de le faire dans le domaine de la recherche puis universitaire qui peut être bénéfique pour les équipes de recherche, interdisciplinaires ou multidisciplinaires. Il y a un commentaire d'Étienne Gendron qui dit que justement les chercheurs sont habitués à gérer ce genre de contraintes exemple éthique et c'est sûr que par rapport à la plateforme Nagano, c'est la petite bière en termes de simplicité. Ouais, c'est ça. Il y a cette petite, c'est anecdotique, mais vous avez peut-être vu passer, j'ai une mémoire imbécile des dates, là, c'était le 26 février 2024, il y a eu un avis de la CAI relativement à son propre prix AI pour la refonte de son site. Ah ouais. Et je ne sais pas si vous avez vu la réponse, moi qui m'a flabbergasté. C'est pas tellement. Alors, on l'a pas fini, mais ça veut dire que Mais voilà. il en faut un. Il faut un pour faire un site qui prend pas de cookies. Genre moi c'est ça qui m'insulte. Et puis, encore une fois, c'est une aspiration européenne où le EVP n'est requis que quand il y a un risque sérieux, comme tu le dis exactement. C'est une technologie de profilage, quelque chose de potentiellement intrusif. C'est ce qu'on en a vraiment besoin. C'est quoi les alternatives? C'est quoi les risques? Ben, ouais. Trop large. La façon que c'est rédigé, là, trop. Alors, j'ai une question en ligne, à moins que quelqu'un se décide dans la salle, mais je prends la priorité aux gens qui se déplacent. J'ai une question sur l'anonymisation. Au niveau technique, il a été démontré qu'on peut retrouver l'identité, on peut récupérer la data derrière qui avait été anonymisée. Comment on peut conseiller des entreprises d'attendre vers l'anonymisation si on sait que techniquement, c'est pas fiable à 100%? Mais c'est jamais fiable à 100%. Le règlement parle d'un risque faible. En fait, c'est ça. Mais c'est pas une analyse juridique, hein. C'est vraiment des experts du domaine qui vont dire, compte tenu de la base de données, compte tenu de ce qu'il y a, le volume, les années, qui sont capables, eux autres, de donner le risque. Mais c'est pas vraiment une analyse juridique, mais ça ne sera jamais un risque zéro. Ouais. Ça, c'est important de le dire dans le règlement. Moi, je trouve intéressant ce règlement-là. Oui. J'avais aucune idée qu'est-ce qu'il pourrait répondre, parce que le règlement était dans la loi. Puis je trouvais que, moi j'avais parlé aux avocats du ministère de la Justice qui devaient travailler longtemps avant, ils étaient perdus, hein. Ils avaient au tour et dents quand même. C'est pas si pire, non, effectivement. Là, c'est sûr, il y a un registre pour documenter plein de trucs. Tu sais, c'est sûr, il y a une certaine lourdeur administrative. Il y a des étapes, c'est clair. On parle des principes tu sais, reconnus, fait qu'on réfère à un nouvel type d'expertise qui est pertinente pour faire l'évaluation. C'est pas, effectivement. Moi, je le trouve super intéressant, mais pour tu sais, compléter un peu là où je trouve qu'il est vraiment intéressant, c'est de la reconnaissance que l'anonymisation pure, comme on l'entendait il y a peut-être 15-20 ans, ça n'existe pas. Oui. Le fait que c'est impossible de réidentifier les gens. Moi, quand j'ai fait ma thèse, ça fait pas 20 ans non plus, là, mais l'anonymisation, c'était tu peux pas retracer les gens, tu peux pas réidentifier les gens. Et la dépersonnalisation, c'était t'enlèves les identifiants directs et indirects. Pas juste direct, indirect aussi. Tu sais, la dépersonnalisation de la Tania Sweeney avec le K-anonymity,
sur laquelle Oui, Emma c'est va vrai. travailler aussi, des techniques de généralisation, de bruitage, des choses comme ça, c'était considéré comme de la dépersonnalisation, tu sais, ou de la pseudo-anonymisation, ce genre de choses-là. Puis dans la terminologie classique, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais en tête, c'était dépersonnalisation, tu enlèves les identifiants directs et indirects pour réduire au maximum le risque de réidentification. Puis anonymisation, c'est quand tu fais ça, puis il n'y a pas de risque de réidentification. Après, il y a eu 20 ans d'études qui ont montré qu'il y a toujours un risque de réidentification. Et donc, c'était comme, ben, qu'est-ce qu'on va faire d'anonymisation? Et maintenant, c'est comme si la dépersonnalisation, c'est la loi va dire, ben, c'est tu enlèves les identifiants indirects, directs, puis l'anonymisation, c'est peut-être de la dépersonnaliser au maximum le risque de réidentification. Fait que moi, je le trouve intéressant dans le sens où c'est plus réaliste aussi, c'est plus concret. Donc, ça donne une possibilité parce que sinon, on serait resté dans une alternative à la destruction qui aurait servi à rien. Tout le monde aurait fait, ben, c'est toujours un risque de réidentification. Donc, il est plus lucide, il est peut-être plus permissif, peut-être plus réaliste. Oui. Mais il Le reconnaît mot aussi raisonnable, ouais, ouais. mais ça reconnaît aussi que l'anonymisation, au sens où on l'entendait pendant longtemps, c'est-à-dire impossible de réidentifier, ça se peut juste pas. Ou en tout cas, faut pas compter là-dessus pour pouvoir avancer en termes de valorisation des données ou travailler sur d'autres formes de données qui protègent la vie privée puis qui donnent une latitude à tout le monde pour travailler, que ce soit dans la recherche ou en business ou peu importe. Là. Fait qu'il est intéressant pour ça. Moi, j'étais assez surpris de voir ça. Ouais. Question vite, vite, il me reste 1 minute. Moi, j'ai été surpris par le consentement préalable avant l'anonymisation. J'avais jamais pensé, en fait. Mais En fait, il y a une décision Ah ouais? dans le domaine de la santé en Ontario qui disait que c'était une nouvelle. Oui, parce qu'il y a une décision du commissaire Ça se peut. d'Ontario qui disait c'est une nouvelle utilisation en fait qui requiert le consentement. Euh, la question se pose. Je trouve que la question se pose. Ouais. je m'autorise une question qui me taraude. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans Val de Serre, je pense que je te l'ai déjà posé. Est-ce que vous avez lu Val de Serre? Oui. Val de Serre qui dit qu'une inférence est constituée comme une collecte. Est-ce que ça vous parle? Parce qu'en fait, c'est une décision qui est très lourde de sens et il n'y a aucune justification. Donc, je ne sais pas si vous Fait que aviez les conséquences de traiter une inférence comme une collecte, avec c'est le consentement, avec c'est nécessité. le droit d'accès, il y a beaucoup de conséquences en fait. Le principe de nécessité, déjà. Si c'est considéré comme une collecte, il faut être capable de justifier là-dessus. Je ne sais pas si vous aviez un point de vue, parce qu'en tout cas, c'est une question qui me taraude, donc je m'autorisais Moi, j'ai un point de vue qu'il me semble que c'est clair qu'une inférence, comme une prédiction, une évaluation, whatever, ça, c'est un renseignement personnel. Souvent, tu vas avoir déjà l'idée que de dire est-ce que c'est une collecte, par exemple, pour générer une inférence. Dire, ben, dans ce cas-là, quand tu découvres quelque chose, quand tu génères une inférence, ça t'aura pris sans doute le consentement de la personne, ou whatever. Fait que là, je pense que ça va de est-ce que le consentement initial que tu as pour traiter l'information dit déjà que ça va être pour de la personnalisation ou de générer, générer des connaissances à votre sujet. Si c'est déjà prévu, ben, c'est pas une nouvelle collecte, c'est juste là. Alors que c'est une nouvelle collecte qui génère des inférences qui sont aucunement en lien avec la collecte, les motifs qui ont justifié la collecte initiale. Si par exemple, commission scolaire veut chercher des renseignements sur des élèves, puis la finalité, c'est de la réussite, l'évaluation de la performance scolaire, puis on génère des inférences par rapport à ça. Pour moi, c'est pas une nouvelle collecte, c'est dans l'utilisation première. Mais si on commence à générer, par exemple, des choses sur on voit ça aux États-Unis, là, les risques de suicide ou quelque chose de psychologique ou relativement à la santé de la personne, ben là, c'est plus en lien avec la collecte initiale. Donc oui, l'inférence devient une nouvelle. Tu génères une nouvelle Ça information dépend si c'est intimement lié en fait à la collecte à la initiale. finalité première. Oui. OK, ben moi, au niveau des inférences, j'ai deux idées qui me viennent en tête. Le droit à la portabilité ne s'applique pas aux données inférées. Je trouve ça intéressant. C'est comme si on reconnaît, en fait, les entreprises, tu sais, c'est normal, ils vont inférer des données, créer des profils, tenter de comprendre des trucs, mais tu n'as pas besoin d'envoyer ça aux compétiteurs, tu sais, sur demande, juste les données. Et que ça, je trouve ça intéressant. Je me dis qu'il y a comme peut-être un statut spécial. Est-ce que ça fait partie du secret commercial? Je ne sais pas.
Euh, Et, ouais. et je ne suis pas contre l'idée Mais c'est une de bonne mettre, question, c'est une de bonne mettre question. le statut de la collecte à une afférence parce que justement, on peut appliquer le principe de nécessité et puis une Oui, afférence peut faire parler. Moi, le résultat, je le trouve bien. C'est juste que la CAI le dit à bout de à pourpoint. l'ANSTA, puis, ouais, En fait, elle se cite ouais. elle-même. Elle se cite, ça a déjà été repris dans un rapport, je pense, de la CAI, et il y a zéro. Alors que tu as plein d'auteurs qui disent qu'il faudrait justement, ce que font certaines lois ont déjà identifié des inférences, je crois que c'est en Europe, une inférence comme étant une collecte. Mais la loi le dit expressément, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est pas le cas chez nous. Puis, Moi, puis on protège aussi les individus là, avec les amendements récents là, à la loi québécoise, les décisions automatisées. Tu sais, c'est pas ouais. que ça fait des inférences, mais tu sais, une certaine transparence au niveau des critères, des éléments qui sont considérés pour justement s'assurer que l'individu est au courant de ce qui est collecté, les décisions qui sont prises sur quelle base. Tu sais, fait qu'il y a une certaine protection, mais ouais, c'est intéressant. Écoutez, le temps est échu. Je pense que ça a déjà été donné aux gens en ligne, aux 200 et quelques personnes, que enfin, le mot, c'est loi 25, hein, c'est ça le mot pour avoir de la formation continue. En votre nom à tous, je vais remercier ces deux beaux spécimens quand même de nos doctorants. Voilà, le CRDP, ça sert à ça, ça fait des praticiennes hors pair et ça fait des professeurs hors pair. Donc, bravo à notre centre. Je dis ça pour mon directeur. Et merci infiniment. Encore une fois, ça fait trop longtemps que vous n'étiez pas venu chez nous, là, chez vous. Et c'est toujours un vrai plaisir de vous accueillir avec votre science. Alors, merci infiniment d'avoir participé. Merci.